Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News, une édition largement consacrée aujourd'hui à l'échec hier soir du Congrès américain à voter un budget, 800 000 employés au chômage technique ce matin et deux camps qui s'accusent mutuellement, démocrates et républicains, au cœur de ce blocage, le fameux Obamacare. On en parle dans un instant avec notamment l'analyse d'un expert des marchés, Ben Amoyal, qui nous dira s'il faut vraiment s'inquiéter de ce blocage. Bienvenue à tous. Comme chaque jour, on ouvre par un tour d'horizon de l'actu économique du jour et on commence avec un rappel des faits. Cette nuit tourmentée en Amérique, pour la première fois depuis 17 ans, les employés des agences fédérales aux États-Unis, ils sont près d'1 million, sont au chômage technique faute de budget. On appelle cela le shutdown. Le suspense sera duré jusque tard dans la soirée, mais les élus du Congrès n'ont pas trouvé un accord. Les républicains majoritaires à la Chambre des représentants souhaitaient reporter l'entrée en vigueur de la réforme de la santé, l'Obamacare. Pas question pour le Sénat aux mains des démocrates. Conséquence, Wall Street a fini dans le rouge hier, moins 0,84% pour la bourse de New York. On revient bien sûr en détail sur les conséquences de cet échec dans quelques instants. Et l'autre motif d'inquiétude pour les marchés, c'est l'Italie. Après le départ fracassant du parti de Silvio Berlusconi qui a fait voler en éclats la coalition gouvernementale, eh bien, les principales places financières européennes ont terminé dans le rouge hier. La bourse de Milan a retrouvé ses plus bas niveaux de l'année. Et en parallèle, le coût de la dette italienne à échéance 10 ans a atteint par moment 4,6% dans la journée contre 4,4% vendredi. Ce nouvel épisode d'instabilité en Italie survient à l'heure où la dette cumulée du pays atteint les 127% du PIB, où l'Italie toujours embourbée dans la récession et qui pourrait bien concentrer bientôt l'essentiel des inquiétudes au sein de la zone euro. Nous n'avions pas eu un résultat aussi mauvais depuis avril. Il y a beaucoup d'angoisse sur les marchés en raison de ce qui se passe en Italie. C'est le troisième plus gros marché obligataire au monde et il est absolument impératif pour l'Italie de rester dans la zone euro. Son éjection signifierait tout simplement la fin de la zone euro elle-même. Donc je pense que le point essentiel ici, c'est que nous allons assister à une répétition de ce que nous avons vu en avril, avec cette paralysie politique qui nuit au marché. L'Italie a besoin d'une bonne crise, une crise utile pour se remettre sur les bons rails après plusieurs années de politique boiteuse. Jusqu'à présent, avec l'Italie, nous avons l'exemple parfait d'un dysfonctionnement politique, et pas seulement à cause de Berlusconi. Et pendant ce temps, au Royaume-Uni, on s'achemine peut-être vers un nouveau tournant social. Les chômeurs britanniques de longue durée seront désormais obligés d'effectuer des travaux d'intérêt général sous peine de perdre leurs indemnités. Alors au programme, ramassage de poubelles, cuisine pour les personnes âgées ou encore travail au sein d'organisations caritatives. Une mesure annoncée hier par George Osborne, le très conservateur ministre des Finances, qui a indiqué par ailleurs que les coupes dans les dépenses sociales pourraient être maintenues pour encore 7 ans. L'objectif est d'inverser le cours des finances et de transformer l'actuel déficit budgétaire, 144 milliards d'euros, en excédent d'ici 2020. On écoute le ministre britannique au sujet des chômeurs de longue durée. Personne ne pourra obtenir quelque chose sans rien en contrepartie, que ce soit de l'aide au travail ou des allocations, car un système de protection sociale se doit d'être juste et équitable pour ceux qui en ont besoin, tout comme pour ceux qui payent pour qu'ils existent. Voilà, et puis on reste en Europe avec ces données de début de mois. L'inflation, tout d'abord, elle a nettement ralenti en septembre pour la zone euro pour atteindre 1,1% contre 1,3% au mois d'août. Il s'agit du plus bas niveau depuis février 2010, en cause notamment la forte baisse des prix de l'énergie, moins 0,9%, et le ralentissement de l'inflation dans le secteur de l'alimentation. On reste en dessous des objectifs de la BCE qui veut maintenir l'inflation aux environs de 2% à moyen terme. Les taux directeurs au plus bas actuellement devraient rester inchangés. Et puis une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le chômage a reculé en juillet dans la zone pour la première fois depuis 2 ans et demi. Un recul léger à 12% contre 12,1% le mois précédent. 19,17 millions de personnes restent sans emploi dans la zone euro. Enfin, un détour par le Japon, plus 37,5%, c'est la hausse décidée par le gouvernement de Shinzo Abe. La hausse de la TVA, pas d'inquiétude, elle était seulement à 5%. Elle passera à 8% au 1er avril prochain. C'est la première hausse de la TVA au Japon depuis 16 ans. Tokyo, confronté au vieillissement de sa population, entend financer son système de protection sociale et surtout réduire la dette colossale du pays, 245% du PIB. Cette mesure survient à l'heure où le moral des grandes entreprises est au plus haut et où les réformes économiques de Shinzo Abe, les fameux Abenomics, restent très populaires. Attention toutefois, cette hausse pourrait bien, malgré les plans de soutien, freiner la reprise qui reste la priorité du gouvernement nippon. Tokyo veut retrouver une croissance à 2%.
Voilà, on passe sans plus attendre aux États-Unis avec ce shutdown, nous vous le disions en titre, la fermeture de nombreux services fédéraux aux États-Unis, faute d'accord sur le budget. C'est le dossier de cette édition, alors on pouvait s'y attendre. Démocrates et républicains ne sont pas parvenus à s'entendre en dernière minute hier, après un bras de fer de 6 mois au Congrès. Avant de retrouver Ben Amoyal, Anthony Lesme revient pour nous en détail sur l'épisode d'hier. Madame la Présidente, c'est un jour très triste pour notre pays. Des agences de gouvernement sont en train de suspendre les activités d'État. Il semble maintenant que le Congrès ne va rien faire pour empêcher le gouvernement d'arrêter le processus. Faute d'accord sur le budget fédéral, les sénateurs démocrates annoncent le shutdown, c'est-à-dire l'arrêt du fonctionnement de nombreuses administrations et services fédéraux aux États-Unis. En cause, la réforme de santé. Poussés par leur aile droite, le Tea Party, les républicains insistaient pour inclure dans la loi de finances une clause retardant la mise en œuvre de l'Obamacare. Selon le camp conservateur, la réforme a renchéri le coût de l'assurance maladie pour les entreprises et les particuliers. Ce que les démocrates démentent, et Barack Obama avait prévenu qu'il serait inflexible. La réforme de santé est lancée. Les financements sont déjà en place. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est une loi qui a passé les deux chambres du Congrès. Une loi qui porte ma signature, une loi que la Cour suprême a confirmée comme constitutionnelle. Une loi que les électeurs ont choisi de ne pas abroger en novembre dernier. Le shutdown n'a pas empêché le lancement de la réforme. À partir d'aujourd'hui, 7 millions d'Américains doivent souscrire une couverture maladie pour 2014. Encore 8 millions sont concernés par l'extension du programme Medicaid destiné aux plus démunis. Autres secteurs préservés par le shutdown, la poste et l'armée. Le Congrès a adopté une législation que je suis en train de signer afin de garantir que vous recevrez vos salaires à temps. Et nous continuerons nos efforts afin de résoudre le moindre impact que ce chômage technique aura sur vous et vos familles. Le tourisme pourrait être le secteur le plus touché par le shutdown. 368 parcs nationaux seront fermés, ainsi que les musées et les zoos nationaux. À l'Agence nationale des taxes et impôts, le nombre d'employés passerait de quelques 95 000 à moins de 9 000. En tout, plus de 800 000 fonctionnaires se retrouvent au chômage technique. Et l'addition pour l'économie américaine pourrait être salée. En 1995, sous Bill Clinton, les 28 jours du précédent shutdown avaient coûté 2 milliards de dollars selon les services d'État. Une estimation à la baisse, puisque Goldman Sachs estime les pertes à plus de 8 milliards de dollars par semaine. Ce premier rendez-vous manqué annonce une autre difficulté. D'ici 15 jours, le Congrès doit négocier le relèvement du plafond de la dette fédérale. Et là encore, les républicains du Tea Party pourraient utiliser ce levier pour tenter de démanteler la loi sur l'assurance maladie. Et on va tenter d'y voir encore plus clair avec notre invité, un expert de la finance, Ben Amoyal. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors vous gérez au quotidien des portefeuilles d'investissement, on imagine que rien ne vous échappe sur la planète économique. Avant de vous donner la parole, on revient sur hier et je vous propose d'écouter d'abord quelques réactions sur ces inquiétudes qui concernent l'absence d'accord sur le budget américain. C'est un problème. Il va y avoir 1 million de personnes sur le carreau du jour au lendemain et cela va affecter la demande globale avec un impact négatif sur l'économie. Et nous verrons probablement ces résultats assez rapidement. Le débat actuel sur le budget nous a coûté environ 2,6% sur l'indice Standard & Poor's 500 ces derniers jours. Cela pourrait même doubler. Nous pouvons perdre 5% jusqu'à ce que cette pagaille soit terminée. Alors Ben Amoyal, Barack Obama l'affirme, qui veut l'entendre, ce blocage aura un impact réel sur l'économie américaine. Est-ce qu'il exagère selon vous ? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un impact, c'est évident. Bon, après, il essaie de dramatiser un peu parce qu'il joue le jeu du politique et du Congrès. Évidemment, quand on paralyse un pays ça peut durer jusqu'à un mois, évidemment, ça se ressent dans le PIB. On chiffre entre 0,3 et 1,4% à peu près le recul sur le PIB pour le 4e trimestre. Donc ça peut avoir un impact, évidemment. Et alors, au niveau des marchés, de l'impact sur les marchés, comment les marchés réagissent? Est-ce qu'on peut comparer l'impact de ce shutdown à la situation, par exemple, en Italie ces derniers jours? Alors ça, c'est assez marrant parce que les marchés, au vu de ce que je vois dans ce que je lis, de ce que je regarde, de ce que j'observe tous les jours, ça n'a pas beaucoup réagi puisqu'on avait des taux à 10 ans sur les marchés américains qui étaient à 2,60, ils sont passés à 2,65, donc un petit stress, mais pas quelque chose de fondamental. Et même sur le marché action, une perte de 2% ou 2,5% sur 5, 6, 7 jours,
C'est pas assez significatif pour dire que ça vient des États-Unis. Pas du tout. Voilà. En revanche, vous avez fait le parallèle avec l'Italie. Effectivement, avec l'Italie, là, il y a eu plus de stress, puisque sur les taux italiens, on est passé de 4,20 à 4,65, donc un gros stress sur les taux, même si c'est en train de se calmer avec ce qui est en train de se passer avec les conseillers et les sénateurs et les amis de Mr. Berlusconi. Donc oui, effectivement, pour l'instant, moi, ce que je vois dans les marchés, c'est qu'il y a plus un souci avec l'Italie qu'avec les États-Unis, de ce que je vois au niveau marché, je parle. Alors, pour revenir aux États-Unis, est-ce qu'on peut dire que c'est l'Obamacare dont tout le monde parle qui est la source de ce problème aux États-Unis, ou est-ce que c'est politique et de toute façon il y aurait eu un autre prétexte pour en arriver là? Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui a bloqué, si vous voulez, le vote du Congrès, c'est l'Obamacare. Dépenser, alors que le pays a 16 000 milliards de dettes, plus de 16 000 milliards de dettes, c'est quand même un peu fou. On va en parler de dette. Oui, bien sûr, on va en parler, mais c'est ça qui bloque. Alors après, est-ce qu'il faut le bloquer juste pour ça? Est-ce qu'il y a une espèce de vengeance personnelle des démocrates envers les républicains et vice-versa? Moi, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, ça justifie le ton un peu alarmiste d'Obama. Ouais, vous pensez que l'économie américaine peut être prise en otage par les politiques pour des motifs idéologiques? Déjà, on voit déjà qu'il y a plus de 800 000 personnes qui vont être en vacances forcées. Donc ça va paralyser un petit peu l'économie. Évidemment, plus que jamais aux États-Unis, tout se joue au niveau du politique. Alors Ben, on parle beaucoup du budget américain, mais l'autre grosse épine, vous l'avez dit, dans le pied de l'administration américaine, c'est le fameux plafond légal de la dette américaine. On l'aurait presque oublié, mais le 17 octobre, eh bien, il sera atteint, ce plafond qui est fixé à 16 700 milliards de dollars. Et d'ici là, démocrates et républicains devront s'entendre, car cette fois, c'est l'économie mondiale qui est concernée par un éventuel défaut de paiement de Washington. Alors, les deux dossiers semblent liés plutôt politiquement, plus politiquement qu'économiquement. Est-ce qu'il faut s'attendre ces prochains jours à un nouveau psychodrame aux États-Unis autour de cette dette? Il ne va pas y avoir un psychodrame. Je pense que effectivement, les Américains aiment bien en rajouter, prendre les grandes décisions. On a vu une photo forte d'Obama qui signait un arrêt comme quoi tout le monde allait arrêter de travailler, etc. Donc, un psychodrame, oui, à l'américaine, c'est-à-dire que il va y avoir quelques effets pendant quelques jours et après tout va rentrer dans l'ordre. Moi, je suis persuadé qu'on va trouver une solution, qu'une rallonge va être votée, etc. et qu'on va arriver à un consensus parce que l'Amérique ne peut pas se permettre de faire défaut, donc c'est ridicule. Et justement, qu'est-ce qui peut, selon vous, le plus rassurer les marchés? Est-ce que c'est relever une nouvelle fois ce plafond de la dette pour arriver à la même situation dans 6 mois, ou bien en arriver progressivement à de l'austérité, de la vraie austérité? En fait, c'est les deux. Alors peut-être pas de l'austérité, mais en tout cas faire attention. Inévitablement, il va falloir remonter le plafond de la dette, parce que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Si on atteint les 16 700 milliards, on va être en défaut, enfin les États-Unis vont être en défaut le 17 octobre. Ce n'est pas ce qui va se passer, puisque le plafond, moi je vous le dis, va être augmenté. Après, bien sûr, pour le futur, le futur proche, il va falloir bien sûr faire attention, il va falloir serrer la ceinture. Ça, c'est évident. En deux mots, un mot sur l'inquiétude des places financières autour d'un autre dossier aux États-Unis, la Fed, qui va peut-être réduire progressivement ses rachats d'actifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aura là aussi un impact? Alors, c'est vraiment un point de vue vraiment personnel que je vais vous donner. Moi, je pense que justement, il va y avoir un arrêt, pas un arrêt en tout cas, mais en tout cas une espèce d'atteinte et un ralentissement des rachats d'actifs. Malgré ce qui se passe au niveau du budget et de la dette. Oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer indéfiniment à émettre du papier, à racheter de la dette, à émettre de l'argent, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, juste pour terminer, je pense, le successeur de Ben Bernanke, ce sera Janet Yellen, et elle va être dans la digne continuité de ce qu'a fait aujourd'hui Ben Bernanke. Donc, merci Ben Amoyal pour tous ces éclairages, et on va passer à la revue de presse. Et la revue de presse, c'est avec Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors Johanna, on va rester sur ce qui se passe aux États-Unis. Johanna, c'est aujourd'hui que l'Obamacare entre en vigueur, quoi qu'il en soit. Oui, alors on commence donc avec un article du Monde, la fameuse réforme de santé, plus connue donc sous le nom d'Obamacare, la mesure phare du premier mandat de Barack Obama. C'est principalement donc à cause de cette réforme que le Congrès n'a pas réussi à trouver d'accord pour le budget de la nouvelle année fiscale, de l'année fiscale 2014. Pourtant, Barack Obama avait prévenu que le projet entrerait en vigueur quoi qu'il arrive, et cette entrée en vigueur, c'est aujourd'hui, puisque actuellement, plusieurs dizaines de millions d'Américains n'ont pas d'assurance santé, et à partir d'aujourd'hui, ils peuvent donc se rendre sur Internet et en choisir une, et ces couvertures médicales seront donc effectives à partir du 1er janvier 2014. Alors on l'a compris, cette réforme de la santé, elle ne plaît pas au camp républicain, en revanche, elle reste assez populaire auprès des Américains. Oui, c'est un article du site internet de Fox News qui explique pourquoi les Américains sont déjà fans de cette réforme de la santé. Alors, la première raison, c'est que les jeunes
pourront rester couverts par l'assurance maladie de leurs parents jusqu'à 26 ans. Il faut savoir qu'en 2012, 21% des 19-25 ans n'étaient pas assurés, donc c'est plutôt une bonne chose. Deuxième raison, les compagnies d'assurance ne pourront plus refuser des clients. Jusque-là, elles avaient le droit de refuser des personnes, notamment des personnes susceptibles de leur coûter trop cher, qui sont en mauvaise santé, des femmes enceintes ou alors des personnes âgées. Et 83% des Américains sont d'accord avec ce volet de la réforme. La troisième raison, c'est qu'il va y avoir donc des réductions de taxes qui vont être mises en place pour permettre aux petites entreprises d'assurer leurs employés. Le quatrième, les entreprises de 50 salariés et plus seront obligées de fournir une assurance à leurs travailleurs. Et la dernière, les personnes les plus pauvres pourront bénéficier de subventions pour s'assurer. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. À demain. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous demain pour Économie Le Mac sur i24 News. Nous reviendrons sur les conséquences de la récente prise d'otage à Nairobi, sur l'économie kenyane et sur celle de l'Afrique de l'Est en général. Restez avec nous, l'info continue.